On les appelle les startups, ces entreprises dans le secteur de la technologie qui ont surgi à la fin des années 2010. Elles font désormais partie du langage courant, mais derrière les promesses de ce nouveau modèle, quelle est la réalité de l'organisation du travail dans ces entreprises? Bonjour Marion Flécher. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en sociologie à l'Université Paris-Nanterre. Vous avez consacré votre thèse à ces startups et vous publiez aujourd'hui un livre intitulé Le monde des startups aux presses de Sciences Po. Alors, quelles sont les grandes questions qui ont guidé votre recherche? Eh bien, quand je commence à enquêter sur, ces entreprises, on est en 2017, c'est à l'époque à laquelle, pendant laquelle Emmanuel Macron entre en campagne avec sa première campagne présidentielle centrée autour de son projet de vouloir faire de la France une start-up nation. Et donc je voulais comprendre, les raisons de cet engouement politique, médiatique autour de ces entreprises, comprendre de quoi la start-up était le nom, en portant un regard sociologique sur ces entreprises, pour essayer justement de confronter les promesses portées par ce modèle, c'est-à-dire les success stories, la méritocratie, la flexibilité ou encore la promesse d'organisation horizontale à la réalité du terrain, donc des taux d'échec, du licenciement massif, etc. Bon, alors, on dit souvent que les startups relèvent d'une prise de risque. Oui, absolument. Alors, c'est un des résultats qui ressort de mon enquête, c'est que la prise de risque, en réalité, est très limitée, puisqu'on voit un maillage institutionnel assez important qui soutient ces entreprises, que ce soit aux États-Unis où l'État a subventionné l'émergence de ces entreprises innovantes, ou en France où c'est plus de 60 milliards d'euros qui, chaque année, sont investis par la BPI, la Banque publique d'investissement, pour financer ces entreprises. Donc, quand je parle de monde des startups, c'est justement pour insister sur ce maillage institutionnel fait d'acteurs publics, privés ou semi-privés qui accompagnent, soutiennent la création de ces entreprises innovantes. Le self-made man. Également, c'est un autre grand mythe effectivement qui entoure ces entreprises, selon lequel voilà, l'entrepreneur ne devrait sa réussite qu'à son mérite, qu'à son talent. Et en réalité, les données que j'ai pu récolter, à la fois qualitatives et quantitatives, mettent en évidence les grandes inégalités qui conditionnent à la fois les chances d'accès à cet univers très prestigieux et les chances de succès. En réalité, comparativement à la moyenne des créateurs et créatrices d'entreprises, les créateurs de start-up s'avèrent particulièrement jeunes, très diplômés, souvent issus des classes moyennes et supérieures. Et donc, je montre que créer une start-up et connaître le succès n'est pas à la portée de tous et de toutes, mais nécessite de disposer d'un certain nombre de ressources culturelles, économiques et sociales. A-t-on affaire à un nouveau modèle d'entreprise, Marion Flécher? Eh bien, c'était une des grandes questions qui m'animait en tant que sociologue du travail et de l'emploi. Donc, c'était de aussi confronter ce mythe de l'entreprise libérée, de l'organisation horizontale, qui est souvent aussi portée par les créateurs de start-up eux-mêmes, qui cherchent à rompre avec le modèle de l'organisation bureaucratique, hiérarchique, qu'ils ont quitté pour entreprendre. Et donc, moi, j'ai cherché à travers des enquêtes ethnographiques, par observation participante, à comprendre comment s'organiser le travail dans ces entreprises, dans quelle mesure est-ce que cela venait rompre avec les modes d'organisation traditionnels. Mais en réalité, voilà, je mets aussi en évidence les limites et les effets pervers de ce modèle qui, certes, permet de desserrer les contraintes hiérarchiques, mais recrée en même temps de nouvelles formes de pression, d'intensification du travail. C'est-à-dire des nouvelles formes de pression. À quoi pensez-vous, Marion Flécher? Eh bien, ces entreprises reposent sur un arsenal, managérial, qui, met l'accent sur le bien-être au travail, l'autonomie des salariés, la responsabilité des salariés et l'horizontalité des équipes. Mais tout ça fait partie d'un, nouveau modèle managérial qui vise à produire l'auto-engagement des salariés Mmh. et surtout leur surinvestissement au travail. C'est-à-dire que la contrainte n'est plus hiérarchique, verticale, mais elle est intériorisée par les, salariés et produite aussi par le cadre de travail et le collectif de travail. Et donc c'est plus insidieux, plus invisible, mais non moins, efficace pour produire, leur engagement au travail. Et alors, à l'issue de cette enquête, à quoi avez-vous abouti en perspective de recherche, Marion Flécher? Eh bien, une des grandes conclusions, c'est de dire que les promesses de ce modèle d'entreprise ne sont pas seulement rhétoriques, elles sont réelles, au sens où il y a un arsenal managérial qui va avec, un arsenal idéologique, politique qui a clairement, soutenu ces entreprises. Néanmoins, bien loin d'acter la fin du capitalisme, je pense qu'elles en sont plutôt le signe de son renouveau, Mmh. c'est-à-dire de sa capacité la capacité de ce système à se relever de ses critiques, à les internaliser pour se pérenniser. Donc à mon sens,
sens, on retrouve une dialectique aussi assez centrale chez Marx entre le capital et le travail, puisque c'est aussi un modèle qui permet l'enrichissement des capitalistes sur le dos des travailleurs. Mais alors, est-ce que, parce que alors, bien souvent, justement, vous parlez des capitalistes et des travailleurs, mais bien souvent, les travailleurs, en l'occurrence, sont propriétaires du capital de ces startups ou d'une partie de celui-ci. Pas tous et toutes. Et c'est là une des inégalités qu'on peut observer au sein de ces entreprises. C'est-à-dire qu'effectivement, avec la croissance, il y a des gagnants, il y a des perdants. Les gagnants étant celles et ceux qui sont intéressés au capital, qui peuvent effectivement tirer leur épingle du jeu là, si l'entreprise connaît une forme de succès. Et c'est plutôt les métiers de la tech qui sont des métiers très masculins, très qualifiés. Les perdants étant les métiers plus précarisés, plus dominés. Est-ce qu'il y a une question de genre aussi? Absolument. En tout cas, c'est une question que je creuse actuellement dans mes nouvelles recherches sur la place des femmes dans les métiers et le secteur de la tech pour essayer justement de comprendre cette segmentation professionnelle qui est aussi une segmentation genrée au sein de ces entreprises du numérique. Une segmentation genrée, donc, au détriment, bien sûr, des femmes. Absolument. Et celles-ci, donc, aujourd'hui, ont du mal à faire valoir. Elles ont du mal à prendre, en tout cas, à faire leur place. Et la question est plus tant de les faire venir, car toutes les études montrent qu'elles sont là, mais plutôt de les maintenir dans un secteur très masculin. Merci beaucoup, Marion Fleischer. Le monde des startups aux éditions des presses de Sciences Po.